Je voudrais commencer par remercier le bureau de la Société marocaine de cardiologie pour son invitation, me permettre d'être parmi vous et me féliciter. J'ai eu l'occasion de regarder ce qui s'est passé hier. J'ai vu les annonces du congrès et la préparation de la plateforme. Bravo à Madame la Présidente, bravo au bureau. Et à charge de revanche pour des échanges un petit peu plus avec un petit peu plus d'étreinte, un petit peu plus étroit. Vous nous manquez tous, vous me manquez tous, et j'espère qu'on aura l'occasion de s'embrasser dans pas très très longtemps. Donc, Madame la Présidente m'a demandé d'encadrer ce symposium, un symposium sur l'amylose ATTR, et de présenter le professeur Nawal Dormi, si besoin est de la présenter. Donc, Nawal est professeure de cardiologie à l'hôpital Ibn Sina de Rabat, au service de cardio B. Elle s'intéresse particulièrement à l'imagerie non invasive en cardiologie et encore plus particulièrement à l'IRM. Elle est notre référente nationale dans ce domaine, et elle va nous entretenir d'une pathologie qui connaît un regain d'intérêt un petit peu particulier que nous, en médecine interne, on connaît depuis déjà quelques années, et dont justement les techniques d'imagerie ont permis d'accéder à des diagnostics un petit peu plus précoces. Et justement, l'IRM cardiaque est un mode de diagnostic, un mode d'entrée dans la maladie qui est extrêmement intéressant. Et donc, le professeur Dormi va nous entretenir à ce propos, et j'espère qu'on aura 2 ou 3 minutes à la fin du symposium pour poser 2 ou 3 questions. Je pense qu'il faut également remercier le partenaire, le laboratoire Pfizer, d'encadrer cette session et de faire en sorte qu'on puisse parler de ces pathologies orphelines rares dans des congrès aussi prestigieux que celui de la SMC. Voilà, Nawal, je te donne la parole et abreuve-nous. Merci, merci Zoubida, merci pour cette présentation, pour tes éloges. Mesdames et messieurs, bonjour. Mes chers collègues et amis, je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens à remercier le comité organisateur de m'avoir invité. Je remercie également le laboratoire Pfizer, et je vais essayer dans cette présentation de vous montrer comment faire le diagnostic d'une amylose à transthérétine. Donc, quand vous avez une amylose cardiaque, ne pas passer à côté d'une amylose à transthérétine. Et la dernière fois, je discutais avec une amie cardio, et elle me disait en fait, c'est des pathologies qui sont tellement rares que on n'y prête pas vraiment attention, mais je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas aussi rare que ça. Alors, l'amylose cardiaque, c'est des dépôts de fibrille amyloïde au niveau des espaces extracellulaires. Alors, c'est une pathologie qui est grave, mais en fait, il faut savoir qu'elle est curable actuellement grâce à un traitement qui permet de modifier le pronostic de ces patients. En fait, sa prévalence, elle est sous-estimée, on y reviendra. Et le problème de cette pathologie, c'est le problème du retard diagnostique. Il y a un problème d'errance diagnostique qui retarde. Donc, plus on a un retard diagnostique, plus on a des malades qui ont un mauvais pronostic. Alors, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de signes spécifiques. Et d'où l'intérêt de l'imagerie multimodale qu'on va essayer d'utiliser, de voir comment on va l'utiliser pour arriver non pas à seulement faire le diagnostic d'une amylose cardiaque, mais à identifier le type d'amylose, qui est beaucoup plus important, parce qu'on ne peut pas parler d'une amylose à transthérétine sans évoquer une amylose HL légère ou amylose AL, parce que le pronostic il est complètement différent et le traitement il est diamétralement opposé. Donc j'insiste sur un traitement précoce pour un traitement qui est spécifique et adapté. Et là, je m'attarde un petit peu sur cette problématique de l'amylose cardiaque parce qu'il y a un retard diagnostique. On l'a perçu dans pas mal de congrès internationaux quand ils présentent leur cas clinique. On voit que les malades, ils traînent pendant un certain nombre d'années avant que l'étiquette d'amylose cardiaque ne soit posée. Tout simplement parce que l'amylose cardiaque, elle peut prendre beaucoup de symptômes, beaucoup de syndromes en cardiologie. Quand on a commencé notre cardiologie, on ne pensait qu'aux grands syndromes. Quand j'ai commencé ma cardio, on ne parlait pas du tout d'amylose. Il y avait les syndromes coronariens, les valvulopathies, cardiomyopathie hypertrophique, restrictive, mais il n'y avait pas cette spécificité. On ne posait pas de diagnostic. Je me rappelle quand j'étais résidente, je n'ai jamais posé de diagnostic, on n'a jamais posé ou évoqué une cardiomyopathie amyloïde, alors qu'elle peut prendre
l'aspect de plusieurs syndromes cardiologiques. Elle peut prendre l'aspect d'un syndrome coronarien, d'un rétrécissement aortique, d'une cardiomyopathie restrictive, hypertrophique, une insuffisance cardiaque à FEVG préservée, ce qui explique l'échec des thérapeutiques actuelles. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce retard diagnostique. Donc, manifestations qui ne sont pas spécifiques, qui sont similaires à d'autres pathologies. Et surtout, je pense qu'il y a quand même une méconnaissance du personnel médical, parce qu'en fait, c'est rare qu'on n'y pense pas trop, et donc c'est pour ça qu'il y a ce retard. Et ce retard diagnostique n'est pas propre chez nous, mais partout dans le monde. Et d'ailleurs, des études ont été faites au Royaume-Uni et aux États-Unis qui ont montré quand même qu'il y a un retard de diagnostic d'environ 3 ans. C'est des registres aux États-Unis et en Angleterre qui montrent qu'eux aussi, ils ont des retards de diagnostic. Alors là, c'est très intéressant comme étude que je vous montre là. C'est une étude qui est récente de l'année dernière. En fait, ils ont fait un sondage auprès de cardiologues installés en Suisse, soit face-to-face ou par téléphone, pour voir est-ce que les cardiologues connaissent cette pathologie et est-ce qu'ils connaissent les différents examens complémentaires qu'il faut faire. Et si vous remarquez ici, la scintigraphie, seulement 30 médecins connaissent l'intérêt de cet examen sur 70. Donc, vous voyez un petit peu plus que la moitié ne savent pas l'importance de la scintigraphie osseuse. Je vais le démontrer après. C'est un examen, c'est un pivot pour faire le diagnostic. On ne peut pas faire un diagnostic d'une amylose à transthyrétine sans faire une scintigraphie osseuse. Donc, vous voyez qu'à partir de sondages, on voit que cette pathologie n'est pas vraiment bien conçue, bien cernée par tous les cardiologues. Alors, l'épidémiologie, elle est en nette augmentation parce qu'en fait, on commence à s'intéresser plus à ça. On commence à la rechercher, soit sur des études autopsiques, soit sur des études génétiques, et on en trouve de plus en plus depuis une dizaine d'années. On voit que cette prévalence, elle a augmenté. Et d'ailleurs, je vous montre, c'est pas mal d'études. Bon, c'est des séries autopsiques qui ont été faites. Elle a été faite en Finlande et une autre aux États-Unis. Ils ont trouvé que les sujets qui sont âgés au-delà de 80 ans on trouve une amylose sénile ou une amylose à transthyrétine sénile dans 25%, c'est-à-dire le quart des patients âgés, décédés, ils ont une amylose cardiaque. Et plus on avance dans l'âge, ils ont fait des autopsies au-delà de cet âge, de 90 ans ou 100 ans, le un tiers, il a une amylose sénile. Donc vous voyez quand même, ce n'est pas aussi rare qu'on ne le pense. Et par la suite, ils se sont intéressés à des scintigraphies demander pour d'autres pathologies, et ils ont trouvé quand même qu'il y a 2% de patients âgés qui ont une amylose parce qu'il y a une fixation au niveau du cœur. Alors, une autre étude, celle de Dami, ils ont pris toutes les cardiomyopathies hypertrophiques qu'ils ont étiquetées comme sarcomériques, et ils ont fait une analyse génétique, ils ont trouvé quand même qu'il y a 5 à 8% de ces cardiomyopathies qu'on pensait hypertrophiques, c'était en fait des amyloses. Alors, encore beaucoup plus intéressant, les RAO, surtout quand on trouve des RAO bas débit, bas gradient, là on commence à trouver l'explication, c'est tout simplement une amylose cardiaque, et d'ailleurs ça a été retrouvé dans une proportion de 6 à 12%. Encore plus, toujours dans la sténose aortique, les malades qui ont reçu un TAVI, alors le fragment, la valve aortique qui a été donnée à l'histologie, on a trouvé quand même qu'il y a 16% de malades opérés qui ont bénéficié d'un TAVI, ils ont une amylose cardiaque. Toujours dans le même sens d'idée, donc quand vous regardez la classification, les guidelines sur la cardiomyopathie hypertrophique, regardez que dans 5 à 10% des cas, il faut penser aux autres étiologies, et parmi ces étiologies, il y a l'amylose, AL et ATTR. Donc, on voit bien qu'elle a beaucoup de visages, cette amylose. Et par exemple, ici, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, dans une étude américaine, ils ont trouvé quand même qu'il y a une proportion non négligeable, surtout chez les sujets âgés, qui est environ le tiers des patients qui ont une amylose cardiaque. Donc, on voit que cette amylose, elle augmente beaucoup avec l'âge, c'est le sujet âgé, donc c'est l'amylose sénile. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous expliquer ce que ça veut dire une amylose cardiaque. Alors, c'est quoi l'amylose? Alors, l'amylose vient du mot latin amylum, qui veut dire le stretch. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, l'amylose provient de protéines qu'on a dans le corps. C'est des protéines qu'on a, par exemple, la transthyrétine, elle est sécrétée par le foie. Ça permet le transport du rétinol et des hormones thyroïdiennes. Et cette protéine, chez les malades qui ont une anomalie génétique ou bien pour l'amylose sénile qui n'ont pas de problème héréditaire, elle va se dissocier en des monomères. Et ces monomères, ils vont avoir cette capacité de s'agréger, ils vont devenir des myofibrilles qui vont s'agréger. Et
un processus exponentiel. Donc, dès que ça commence, ça va commencer à former ces myofibrilles qui vont être organisées. Et à côté de ça, il y a une substance P, amyloïde, qui vient renforcer cette architecture. Donc, soit c'est un défaut, c'est une molécule qui a un problème génétique, donc c'est une molécule qui est instable, soit que c'est une molécule qui est tout à fait normale dans la myocellule, et c'est des facteurs extérieurs, le stress oxydatif ou autre, qui va être responsable de la formation de ces myofibrilles. Donc, juste, je remonte un petit peu dans l'historique parce que je trouve que c'est très intéressant d'en parler. Alors, il faut savoir que la découverte de l'amylose s'était faite à la fin du 19e siècle par l'allemand Virchow Rudolf. Donc, dans ses écrits, regardez ce qu'il dit, il y avait une substance dans le corps humain qui ressemble à de la cellulose. Donc, déjà, il a commencé à évoquer ces dépôts, et c'est un autre Allemand en 1922, Benoît, qui avait démontré que cette substance, en fait, c'est la substance amyloïde qui se colore au rouge Congo. Donc déjà, c'est la fin du 19e siècle qu'on a commencé à en parler. Et l'histoire moderne, donc vous avez l'américain, le pathologiste Cohen Alain, qui a permis en 1959 l'identification de cette structure fibrillaire amyloïde. Et puis, d'année en année, on a découvert les différentes protéines. Alors, en 71, c'était l'amylose AL, puis l'amylose AA, et en 81, l'amylose familiale à transthyrétine. Donc, et depuis, il y a plusieurs types de protéines qui peuvent être responsables d'amylose. Il y a plus d'une trentaine, mais ce qu'il faut retenir, c'est que deux qui ont un tropisme cardiaque, l'AA rarement, mais surtout l'amylose à chaîne légère, des myélomes et des gammapathies, et l'amylose à transthyrétine. Donc, on ne peut pas parler, comme je vous ai dit, de la transthyrétine sans évoquer l'amylose AL. Alors, la transthyrétine, il y en a deux types. Il y a l'héréditaire, donc c'est un gène qui va générer cette protéine qui va être instable, ou bien sénile avec l'âge, on l'appelle sénile ou surtout sauvage, wild type. Et sinon, il y a la AL. Alors, quand vous regardez, donc la transthyrétine, c'est tout simplement un précurseur, comme je vous ai dit, qui transporte. Trans, c'est transporteur, T, c'est thyrétine, et R pour rétinol. Donc, elle sert à transporter. Donc, une fois qu'elle est instable, elle va se désagréger, elle va former des myofibrilles qui vont s'agréger entre eux, et ils vont se souder et se déposer dans le tissu extracellulaire. Donc, ce dépôt extracellulaire va modifier l'architecture et le fonctionnement, et donc ça va aboutir à une dysfonction de l'organe, notamment au niveau du cœur. Il faut savoir que la transthyrétine, elle se dépose au niveau du cœur, au niveau du système nerveux périphérique et au niveau de certains tissus, comme ici le canal carpien et le canal lombaire. Donc, retenez ces localisations parce qu'à partir de là, vous allez ressortir les signes cliniques que le malade va présenter. Alors que l'amylose AL, elle est synthétisée au niveau de la moelle osseuse par les cellules plasmocytaires, donc elle va être responsable de ces fibrilles amyloïdes qui vont se déposer là, un éventail beaucoup plus grand, donc elle est plus systémique, le cœur, le rein, le foie, le tube digestif. Au niveau de la langue, c'est pour ça qu'on a une macroglossie. Donc si vous avez un malade qui a une macroglossie avec une cardiopathie amyloïde, pensez à la AL plutôt qu'à la transthyrétine. L'atteinte du système nerveux périphérique et du système nerveux autonome. Donc, c'est des malades qui présentent des hypotensions orthostatiques et autres. Donc, vous voyez qu'en fonction de la localisation, on peut trouver un petit peu le tableau clinique. Pourquoi je vous montre d'emblée la AL? Parce qu'il faut faire la différence. On ne peut pas faire le diagnostic d'une amylose à transthyrétine sans avoir éliminé une amylose à chaîne légère. Donc, en résumé, l'amylose à transthyrétine sauvage, c'est le cœur, c'est le canal carpien, le canal lombaire et le système nerveux périphérique. Parfois, on peut avoir une atteinte oculaire dans la familiale, une atteinte cardiaque rarement. Donc, ces dépôts au niveau des ligaments vont entraîner d'un certain nombre de syndromes qu'on va voir et qui vont nous aider dans le diagnostic. On peut avoir également des neuropathies, c'est pour cela qu'il faut travailler en collaboration avec des neurologues. Quand vous avez un patient qui a une atteinte neurologique, surtout quand il y a un phénotype qui touche également le cœur, il faut faire le dépistage d'une atteinte cardiaque. Alors, mais comment se fait cette atteinte au niveau des organes? Donc, on a dit que ces fibrilles d'amyloïdes, ils vont se déposer dans l'espace extracellulaire et entraîner une altération de la structure, de l'architecture et du fonctionnement. Mais en dehors de ce dépôt, il y a une autre façon, une autre altération, c'est la toxicité directe
de cette protéine. Alors, comment ça se passe? Alors, ça a été démontré par Brenner en 2004. Il a soumis des cœurs de souris en laboratoire et des urines chez des malades qui ont une amylose à chaîne légère. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Qu'il y avait une altération de la fonction systolique et de la relaxation. Donc, on peut avoir une toxicité en dehors de dépôt. Et c'est l'apanage des amyloses à chaîne légère. C'est pour ça qu'on peut avoir à l'échocardiographie, par exemple, des malades qui n'ont pas vraiment d'hypertrophie importante, mais il y a une dysfonction importante en rapport d'une cardiopathie amyloïde, tout simplement parce qu'il y a une toxicité sans qu'il y ait une infiltration importante. Alors, donc, on a dit ces dépôts. Donc, il y a une toxicité myocardique, il y a ces dépôts. Alors, les dépôts vont toucher les 3 tuniques cardiaques. Donc, vous avez le myocarde, c'est pour ça qu'on a une dysfonction diastolique, une altération de la contractilité. Donc, on peut avoir une insuffisance cardiaque à FEVG préservée ou altérée. On peut avoir une atteinte valvulaire et d'ailleurs, on peut avoir uniquement des formes à localisation valvaire. C'est pour ça que parfois, même la biopsie endomyocardique ne va pas révéler le dépôt amyloïde. On peut avoir des atteintes péricardiques avec un épanchement, des atteintes vasculaires. C'est pour ça qu'on peut avoir des syndromes ischémiques. On peut avoir une atteinte au niveau des tissus de conduction du cœur, donc des troubles conductifs. Donc, certains BAV dégénératifs, c'est tout simplement des amyloses cardiaques. Donc, vous voyez ici que le tableau clinique, il est vraiment très variable. C'est pour ça qu'elle peut prendre n'importe quel syndrome en cardiologie. Alors, habituellement, dans les cardiomyopathies, c'est surtout la cardiomyopathie hypertrophique euh, ou bien la cardiomyopathie restrictive. Alors, quels sont les signes qui vont nous évoquer cette cardiomyopathie amyloïde? Alors, les principaux signes, ce sont la fatigue et la dyspnée. On peut avoir une hypertrophie, des fuites valvulaires, des syndromes coronariens. Et surtout, il faut faire très attention. Par exemple, vous avez un malade qui est hypertendu, chez qui il ne tolère pas son traitement antihypertenseur. Pensez à l'amylose, ça veut dire qu'il commence à développer des signes d'insuffisance cardiaque, donc il ne tolère pas le traitement antihypertenseur. Donc, on a plusieurs phénotypes, alors plusieurs mutations. Donc, il y a une protéine, mais il y a plusieurs mutations, environ 100 mutations. Et chaque mutation, elle peut donner une forme clinique particulière. Là, je vous ai mis les plus fréquentes. La T60A, elle est aux États-Unis. La VAL30M, c'est les Portugais. Et donc, et surtout, retenez l'atteinte cardiaque, l'atteinte du système nerveux périphérique et les dépôts au niveau des ligaments. Alors donc là, c'est juste pour rappeler qu'il y a une multitude de mutations qui va être responsable de phénotypes qui vont aller de la forme cardiaque prédominante à la forme neurologique prédominante et les formes mixtes. Alors le syndrome de canal carpien, à chaque fois que vous avez un patient qui vient en consultation, qui a des antécédents de syndrome canal carpien, surtout s'il est bilatéral, pensez à une amylose à transthérétine qui est assez fréquente dans ce contexte. La rupture du biceps, c'est le signe de Popeye, qui s'accompagne également dans les amyloses à transthérétine. Ce n'est pas douloureux et c'est également rapporté dans l'amylose à transthérétine. Le syndrome du canal lombaire par dépôt à ce niveau-là et donc ça va entraîner un écrasement nerveux. Donc c'est également un signe d'amylose à transthérétine par dépôt de fibrille amyloïde. Donc vous avez ça les signes extracardiaques. Juste, je vous rappelle, dans l'amylose AL, il faut, quand vous avez une macroglossie et un purpura périorbitaire, pensez à l'amylose AL. Alors, l'électrocardiogramme, donc vous avez la clinique qui est très, très variable. L'électrocardiogramme, il peut être anormal dans 90% des cas, mais il faut savoir que cet électrocardiogramme, il peut être normal chez certains patients. Le signe le plus spécifique, c'est le microvoltage qu'on trouve dans les dérivations périphériques. Il est surtout plus fréquent dans l'amylose AL et dans un quart des cas dans l'amylose ATTR, mais son absence ne doit pas sur le diagnostic, c'est-à-dire on ne va pas attendre qu'on ait un microvoltage pour dire qu'on a une amylose cardiaque. On peut trouver des intrus de pseudonécrose qui peuvent nous faire errer le diagnostic d'un syndrome coronarien aigu, d'autant plus que ces malades, ils ont des marqueurs, notamment la troponine qui est élevée. On peut trouver des troubles du rythme, à l'étage auriculaire parce qu'il y a des dépôts au niveau des oreillettes, donc on peut avoir des flux-terres, des FA, des troubles conductifs. Alors, pour l'atteinte cardiaque, je vous ai mis ici les principaux tableaux. Donc, ça va aller de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservé, à FEVG altéré, un pseudo-syndrome coronarien, des petites douleurs avec élévation de troponine, cardiomyopathie restrictive, hypertrophique, la FA, les troubles conductifs et le RAO bas débit, bas gradient. Alors, comment on va faire le diagnostic? On a l'écho.
qui peut se faire facilement au lit du malade. Il y a l'imagerie par résonance magnétique et la scintigraphie. Donc, l'échocardiographie va vous montrer un VG de petite taille avec des parois qui sont épaissées. On note juste une épaisseur au-delà de 12 mm doit faire poser le diagnostic. Il ne faut pas nécessairement qu'elle soit une hypertrophie concentrique, même si elle est asymétrique, il faudra poser le diagnostic. Par exemple, chez des malades qui ont un bourrelet septal, ça peut être une amylose cardiaque. Alors, une FEVG qui est pratiquement normale, légèrement diminuée, il faut savoir que cet épaississement, il est corrélé au taux de survie. Donc, plus vous avez un épaississement important, plus la survie, elle diminue. Les autres anomalies, regardez par exemple ici, chez un patient où vous avez une hypertrophie des valves, un épaississement du septum interauriculaire, un épaississement de la paroi latérale du ventricule droit, une dilatation biatriale. On peut également avoir un épanchement péricardique. Mais ce qui ressort, c'est que quand vous trouvez un microvoltage et l'échographie, vous trouvez une hypertrophie ventriculaire, une épaisseur qui est augmentée, c'est en faveur du diagnostic avec une bonne spécificité. Là, c'est juste un exemple d'un autre patient qui a une amylose cardiaque. Regardez cette contractilité qui est diminuée, cet épaississement valvaire et cet épaississement au niveau du septum interauriculaire. Associé à ça, vous avez la dysfonction diastolique, vous connaissez les paramètres, donc le profil restrictif, les vitesses qui sont très atténuées au Doppler tissulaire, une onde E exclusive avec un temps de décélération qui est raccourci, sans oublier le volume de l'oreillette gauche et la vitesse de dictée qui est élevée. Donc, quand on s'intéresse à l'écho, surtout quand on trouve une FEVG qui est préservée avec des signes d'insuffisance cardiaque, il faut faire le strain. Et des études ont montré que les malades qui ont une amylose cardiaque, ils ont le strain qui est altéré, que ce soit le strain longitudinal, septal, circonférentiel ou radial par rapport aux autres patients qui ont une HTA, une cardiomyopathie hypertrophique. Et ce signe de dégradation du strain, il a une bonne sensibilité et spécificité par rapport aux autres indices de remplissage ou de FEVG. Donc, ça permet vraiment de faire le diagnostic, surtout cet aspect d'apical sparing. Ça veut dire quoi? Que vous avez au niveau du milieu un aspect de top cherry, ça veut dire que c'est rouge au niveau du milieu, tout simplement parce que le strain, il est préservé en apical, il est altéré au niveau basal et médio-basal. On peut faire le rapport entre strain apical et basal et médio-VG. On peut faire également un strain apical, un strain global sur la fraction d'éjection qui permettent d'approcher encore plus le diagnostic. Mais retenez qu'il est altéré et on peut avoir une altération légère jusqu'à une aggravation progressive au fur et à mesure qu'on a des dépôts de fibrine. Là, c'est juste un exemple de patient avec un strain qui est altéré. Alors là, c'est des travaux qui ont toujours montré que, regardez dans l'amylose cardiaque, il y a cet apical sparing par rapport à un malade qui est hypertendu ou un malade qui a une cardiomyopathie hypertrophique où vous avez l'altération du strain au niveau des zones qui sont hypertrophiées. Alors, la fonction de loger, juste un mot, qu'elle est altérée, que ce soit dans la fonction, dans le strain, ou bien dans la fonction de vidange, même si son volume n'est pas très élevé, ça témoigne parce que c'est une oreillette qui ne se contracte pas beaucoup parce qu'il y a un dépôt d'amylose au niveau de ses parois. Alors, recherchez toujours un thrombus parce que même si le malade rentre en rythme sinusal, il peut développer un thrombus et même s'il est bien anticoagulé, qu'on veut faire un choc électrique, même s'il a une bonne anticoagulation, faire une TO, parce que chez les malades, on a découvert 28% de thrombus, ce qui a décalé le geste de cardioversion d'une FA. Alors, donc, l'échocardiographie nous donne beaucoup de renseignements, donc les épaisseurs, la dilatation, les pressions de remplissage qui sont élevées, le strain qui est altéré, mais il faut retenir quelques, je dirais, des red flags, des signes d'alerte que vous devez collecter à chaque fois que vous faites votre échographie. Donc, c'est le strain altéré avec aspect oncocarde, c'est l'hypertrophie, l'épaississement des valves et du ventricule droit. Donc, à côté de ça, il y a l'imagerie par résonance magnétique, surtout avec le gadolinium. Donc, cet IRM va montrer ce qu'on a trouvé en écho, c'est-à-dire les épaisseurs qui sont élevées, la dilatation biatriale. Par exemple, chez ce patient, vous avez un épaississement au niveau du septum interauriculaire, l'épaississement de la paroi du VD, le petit épanchement péricardique. Et ce qui est intéressant, donc une altération de la contractilité intrinsèque, qui est l'équivalent du strain, qui est conservé au niveau de l'apex et altéré au niveau des segments basaux et médiaux, qu'on peut quantifier des logiciels qui peuvent nous donner la quantification exacte. Mais au-delà de tout ça, on peut faire l'injection du produit de contraste. Là, c'est juste un patient qui était au service admis pour un BAV. En fait, c'était une amylose cardiaque. Il avait également un RAO bas débit, bas gradient. Donc, pour vous dire que même un BAV, on ne va pas dire dégénératif d'emblée, lui coller l'étiquette. Il faut aller rechercher cette amylose cardiaque.
Alors, le rehaussement tardif, c'est très intéressant parce que ça nous permet de faire la différence entre une cardiomyopathie hypertrophique et une infiltrative en mettant en évidence ce rehaussement au niveau du myocarde. Donc, on va injecter le produit de contraste et voir si on a une prise de contraste qui peut être sous épicardique, qui peut être sous endocardique ou bien diffuse, concernant même le VD, les parois de l'oreillette droite avec une bonne sensibilité pour le diagnostic et spécificité. Alors, le rehaussement diffus, il est assez pathognomonique, mais il faut dire qu'on peut avoir des faux négatifs, soit que c'est la maladie qui est un petit peu débutante, ou bien c'est un problème de TI. Et je me rappelle quand les techniciens me faisaient un examen pour une IRE, ils me disaient, oh, il est de mauvaise qualité, on ne sait pas pourquoi, mais c'est tout simplement l'amylose qui donne cet aspect d'examen qui est mal fait, parce qu'on n'arrive pas à annuler le signal du myocarde, vu qu'il est infiltré par de l'amylose. Alors, il faut savoir que ce rehaussement tardif, il y a une bonne corrélation avec ce qu'on trouve sur l'histologie, c'est-à-dire des zones de rehaussement tardif ont été prélevées et comparées sur l'étude histologique et on trouve qu'il y a une bonne concordance. La zone où il y a des rehaussements, c'est des dépôts de fibrilles amyloïdes qui ont une coloration rouge Congo au green apple avec la couleur en biréfringence. Alors, ce rehaussement tardif, en dehors du diagnostic positif, il a un intérêt pronostic, c'est-à-dire que plus il est attendu, plus il est associé à un mauvais pronostic et une morbimortalité qui est élevée. Alors là, c'est juste le cas d'une patiente avec un rehaussement qui est très diffus. Cette patiente, elle était en rythme sinusal et regardez, il y a un thrombus au niveau de l'auricule. Alors, parce que c'est des oreillettes qui ne sont pas très toniques, même si le rythme il est encore sinusal. Alors, les techniques actuelles, et notamment le TA mapping, nous permettent de mettre en évidence un terrain qui est allongé dans la maladie, dans l'amylose. Et ce papier très intéressant qui date de janvier dernier, qui montre que qu'on va mesurer ce T1, c'est l'espace extracellulaire. Donc, s'il est allongé, ça veut dire que vous avez des fibrilles amyloïdes. Et donc, s'il est très allongé au-delà d'un cutoff de 1164, ça retient le diagnostic de cardiopathie amyloïde. S'il est inférieur à 1036, on ne retient pas le diagnostic. Et dans la zone grise, c'est à ce moment-là qu'on va injecter les patients pour mettre en évidence ce rehaussement qu'on a vu tout à l'heure. Donc, en IRM, en plus des critères morphologiques décrits à l'écho, le TA mapping, c'est un bon outil pour faire le diagnostic, l'augmentation de l'espace extracellulaire, mais il faut savoir que l'écho et l'IRM ne permettent pas vraiment de faire la différence entre amylose ATTR et amylose AL. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin soit d'une biopsie, soit d'un autre type d'examen, et notamment la scintigraphie myocardique. Alors, quel est l'intérêt? C'est qu'elle va non seulement nous dire qu'on a une amylose, mais elle va nous dire le type. Parce que si on a une fixation, ça veut dire que c'est une amylose à transthyrétine. Alors, je vous raconte un petit peu l'histoire. Donc, on va injecter un marqueur et on va voir est-ce qu'il va être fixé par le cœur. Tout simplement, je vous ai dit au départ, au niveau du cœur, il y a ces dépôts de fibrilles où il y a en même temps une substance P et cette substance amyloïde P, elle est dépendante du calcium. C'est pour ça que quand on va injecter un marqueur osseux, elle va être fixée au niveau du cœur quand on a une ATTR. Alors, cette histoire de la scintigraphie, elle est née à la fin des années 70, où on a fait une découverte fortuite d'une localisation cardiaque d'une amylose en raison de cette substance amyloïde P. Puis il y a eu un regain d'intérêt, donc ils ont montré que quand même que les patients qui ont une fixation, on a émis l'hypothèse, une fixation à la scintigraphie, c'est une amylose, mais en fait, c'est retombé dans l'oubli parce qu'en fait, ils ont commencer à enrôler des patients qui ont une amylose AL et une amylose AA, qui n'a aucune fixation au niveau de la scintigraphie. Et donc, c'est pour ça que ça a été dans l'oubli. Puis, c'est les travaux de Perugini en 2005 qui a montré qu'en fait, c'est dans la TTR, on a une fixation importante et il y a 4 grades. Le grade 0, c'est-à-dire il n'y a aucune fixation au niveau de l'air cardiaque. Dans le grade 1, vous avez une fixation qui est inférieure au gris costal. Dans le grade 2, il y a une fixation supérieure au gris costal. Et dans le grade 3, une fixation très intense, si bien que le gris costal, vous ne le voyez plus. Alors, donc, quand on a on a permis de poser le diagnostic d'une amylose ATTR. Si vous avez une fixation intense de 3, c'est une amylose ATTR. Si vous n'avez pas de fixation, vous pouvez éliminer le diagnostic. Mais il faut savoir que dans certaines amyloses AL, on peut avoir une fixation. C'est pour ça qu'il est obligatoire, avant de faire une scintigraphie, d'éliminer une AL. Et c'est très facile parce qu'il suffit juste de faire de l'électrophorèse ou l'immunofixation dans les urines. Et ce travail
de 2016 qui a colligé plus de 1200 patients avec une amylose cardiaque prouvée chez 800 patients. Ils ont permis, grâce à la scintigraphie cardiaque, de faire le diagnostic d'une amylose à transthyrétine avec une bonne sensibilité de 99% des cas et une valeur prédictive positive de 100%. Mais attention, il faut éliminer une amylose AL. C'est pour cela qu'il faut travailler en collaboration avec les internistes et faire ce bilan que je vous ai dit. Alors, la biopsie, si on fait le diagnostic avec la scintigraphie, qu'on a éliminé une AL, on n'a pas besoin de faire une biopsie pour confirmer une ATTR, sauf si le doute persiste. Mais pour la AL, c'est obligatoire de faire la biopsie. Ce n'est pas essentiellement une biopsie endomyocardique. On peut la faire au niveau des glandes salivaires, au niveau de la graisse. Il faut savoir que une biopsie qui est négative n'élimine pas le diagnostic. C'est pour ça qu'il faut aller faire une biopsie parfois ostéomédulaire. Alors, un mot sur les biomarqueurs. Ils ne sont pas importants pour le diagnostic, mais ils sont vraiment importants pour le pronostic. Et il faut savoir qu'il y a une augmentation disproportionnée. Par exemple, ce n'est pas les valeurs qu'on trouve dans l'insuffisance cardiaque, c'est des valeurs très, très élevées. Il y a une apoptose cellulaire, c'est pour ça qu'on a une élévation de troponine. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans un syndrome coronarien, vous avez une cinétique de ces troponines. Il y a une cinétique de baisse, alors que dans l'amylose, il y a un plateau. C'est des malades qui ont tout le temps des troponines qui sont élevées. Et vous avez, c'est un marqueur pronostic de la troponine et de NT-proBNP. Et parfois, quand on cumule ces deux biomarqueurs, quand vous avez qui ont les deux, ils sont au seuil normal, il y a un faible pourcentage de décès. Quand vous avez un des deux qui est élevé, vous avez une mortalité aux alentours de 50%. Et quand vous avez aussi bien le NT-proBNP et la troponine qui sont élevés, vous avez une mortalité qui avoisine les 75%. Alors, donc, le pronostic, on l'a bien compris, il est au cœur, que ce soit pour l'amylose AL ou l'amylose ATTR. Et donc, juste un mot pour l'amylose AL, elle est vraiment d'une forte mortalité. Alors, la survie, elle est de 5 à 6 mois. C'est pour ça qu'il faut se donner, dès que vous avez suspecté, une semaine pour poser le diagnostic. On a le temps pour faire notre échographie, le bilan biologique, électrophorèse, immunofixation au niveau des urines. Donc, il faut vraiment faire rapidement tous les examens IRM, écho, scintigraphie et examen biologique. Et parce que le pronostic il diffère si elle est traitée ou non, et vous voyez que le pronostic il est vraiment effroyable de l'amylose AL sans traitement, avec une médiane de survie pour l'amylose ATTR de 3,6. Donc, vous avez vraiment une courte durée. Donc, faites rapidement votre diagnostic pour instaurer un traitement adapté. Alors, un mot sur la génétique. Est-ce qu'il faut la faire ou non? Oui. Si on fait le diagnostic de l'amylose ATTR, il faut la faire parce qu'on a besoin de faire un dépistage familial, un conseil génétique et surtout, même si on pense à une sénile, ça peut être dans certains cas une amylose héréditaire. Donc, vous voyez qu'on a pas mal de renseignements. On a le syndrome canal carpien, on a le syndrome lombaire, on a une présentation de n'importe quel syndrome cardiologique, de syndrome coronarien, d'insuffisance cardiaque, de cardiomyopathie, hypertrophie. Donc, on a l'IRM, l'écho, les biomarqueurs, la biopsie. Alors, comment on va organiser tout ça? Donc, à chaque fois que vous avez un sujet âgé avec un épaississement important au niveau du myocarde, moins de 12. Regardez si le patient n'a pas un syndrome de canal carpien ou syndrome de canal lombaire. Regardez s'il a une hypertrophie à l'écho avec un strain qui est altéré, un microvoltage, un BAV, un rehaussement tardif. Donc, ça va vous orienter. Une fois que vous avez ces différents signes qu'on a dit d'orientation, que ce soit clinique, échographique ou IRM, vous avez fait cette première étape de suspicion. Vous allez encore faire l'écho et l'IRM, vous allez avoir encore plus d'indices. Et là qu'intervienne le rôle de l'interniste pour rechercher une amylose AL, parce que le pronostic, il est effroyable. Bon, si elle est positive, donc on a confirmé la AL. Si on a fait le dosage d'électrophorèse et l'immunofixation dans les urines et qu'on n'a pas trouvé, donc on a éliminé une AL, à ce moment-là, on fait la scintigraphie et ça nous permet de poser le diagnostic d'une amylose à transthyrétine quand on a une fixation osseuse grade 2 à 3 sans avoir recours aux biopsies. Et quand on a fait le diagnostic, on peut faire une étude génotypique. Donc, vous voyez que la biopsie ne conserve qu'une faible proportion ou quand le doute il persiste pour aller faire une biopsie endomyocardique. Donc, en conclusion,
Je vous dirais que l'amylose à transthérétine, souvent sous-diagnostiquée, il faut la rechercher. Donc, on ne cherche que on ne trouve que ce qu'on en cherche et on cherche que ce que l'on connaît. Donc, si on connaît maintenant les signes d'orientation, que ce soit clinique, électrique, échographique ou IRM, on va savoir, c'est comme une enquête policière, on va aller vers ce diagnostic, on sait à quoi sert une scintigraphie, ça nous permet de confirmer le diagnostic, mais à condition d'avoir éliminé une amylose AL. Ne pas hésiter à demander les tests génétiques, surtout quand on fait une enquête familiale, parce que tout simplement le souci, c'est de faire un diagnostic précoce afin de débuter le plus rapidement un traitement approprié qui existe actuellement pour améliorer le pronostic de ces patients. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Dormy, pour cette présentation, pour la célérité de ce que tu as rapporté. Madame la présidente m'a autorisé à prendre 2 ou 3 minutes pour les questions. Je trouve qu'il y en a une qui est intéressante parce que c'est quelque chose qui te concerne toi directement, pour expliquer l'aspect typique au strain et le lieu des dépôts. Est-ce que c'est parce que les dépôts ne se font pas au niveau de l'apex cardiaque qu'on a un strain aussi typique? Alors tout à fait, ça a été décrit parce que ça commence au niveau basal et médian avant d'aller vers l'apex. Donc ça s'explique de cette manière effectivement. Donc ça commence au niveau de la base avant d'aller vers l'apex. Mais vers la fin, vous avez vraiment une extension de ces dépôts de fibrés au niveau de tout le myocarde. Oui, donc ça explique vraiment l'aspect un petit peu spécifique que vous retrouvez au strain. Il y a quelques questions qui viennent sur le traitement, mais je pense que cette première présentation vient pour familiariser avec cette nouvelle maladie et qu'on rentrera sur les modalités thérapeutiques sur d'autres présentations, notamment sur l'utilisation du tafamidis. Donc, je pense que c'est vrai, ça sera quelque chose qu'on utilisera, qui sera Prochainement. traité, voilà, qui sera traité prochainement. Une dernière petite réflexion pour justifier ma présence ici, parce que avec le professeur Dormy, on essaie vraiment de collaborer sur les patients sur le plan diagnostic. L'une des difficultés qu'on a, c'est qu'on a remarqué que, et c'est rapporté également dans les études, c'est que les amyloses ATTR, dans les amyloses ATTR, 15% à peu près ont une gammapathie monoclonale. Et donc, Ouais. faire la part entre l'amylose de la TTR et l'amylose de la gammapathie monoclonale n'est pas toujours évident. Et la scintigraphie qui fixerait au niveau du cœur est d'un grand apport chez ces patients. Donc, vraiment, ça nécessite qu'on ait une collaboration, une discussion le Ouais. plus souvent de vive voix pour ces patients. Moi, j'ai trouvé dans la littérature environ 30 à 40% des amyloses à transthérétine sont associées à des amyloses AL. Donc, c'est pour ça que j'insisterai pas assez pour dire recherchez toujours une AL par un bilan biologique. Je crois qu'il faut un petit peu familiariser les cardiologues, d'au moins demander l'électrophorèse, l'immunofixation dans les urines, que ça soit systématique dans la prise en charge de ces patients. Et tu l'as très bien dit, aujourd'hui, l'amylose AL, on a vraiment des possibilités thérapeutiques pour ces patients qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Et on a vraiment des résultats très intéressants quand on les prend en charge précocement, même sur le dépôt amyloïde lui-même, sur la maladie hématologique, mais également sur le dépôt amyloïde. Donc vraiment, ça vaut le coup de ne pas dire ouf, c'est de mauvais pronostics. Bon, c'est de mauvais pronostics. Ça vaut vraiment le coup d'aller un petit peu plus loin et de proposer des choses pour les patients.